Bonjour François Hercouet. Bonjour DC Planète. Donc en premier lieu, est-ce que tu pourrais juste te présenter aux lecteurs qui ne sauraient pas qui tu es et pourquoi tu es important dans le paysage français de DC Comics? Donc tu travailles chez Urban, mais quel est ton poste exactement et quel est donc ton travail? Alors mon travail, alors je suis François Hercouet, je travaille chez Urban Comics depuis le début, en fait depuis l'été 2011. Avant je travaillais chez Delcourt avec Thierry Monet sur Catalogue Contrebande, donc sur du comics. Et puis voilà, je suis devenu directeur éditorial. Alors qu'est-ce que c'est qu'un directeur éditorial? Ça, en gros, c'est un peu un chef d'orchestre. C'est la personne qui va créer un programme éditorial, qui va développer une vision, qui va essayer d'organiser un petit peu les rythmes de publication, le contenu également, et quelqu'un qui va mettre en place en fait toute une dynamique pour, en gros, structurer entre autres le catalogue DC dont on a eu la charge dès janvier 2012. Donc voilà, en gros, j'ai posé des rails. On est vraiment toute une équipe éditoriale aussi à travailler sur ce contenu-là. J'ai Yann Graff qui m'accompagne en tant qu'éditeur et Sarah Champy qui est assistante d'édition. Donc on est vraiment trois à réfléchir un petit peu sur ce catalogue avec chacun des tâches bien particulières. Et puis moi je supervise vraiment l'ensemble, enfin c'est vraiment le côté chef d'orchestre. Et du coup, comment tu as vécu alors la création d'Urban Comics? Comment ça s'est passé? C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je pense que c'est vraiment d'être au début d'une aventure qu'on espère belle et longue. C'est galvanisant en fait. C'est vraiment, on compte pas ses heures, on compte pas ses nuits non plus à imaginer comment organiser un petit peu les successions de sagas et de séries. Donc c'est vraiment passionnant. Je pense qu'il n'y a pas d'autre. Enfin, j'avais jamais vécu ça avant. Évidemment, je n'étais pas à l'origine de Delcourt. Je prends le train en marche, je profite de ce qui a déjà été mis en place, mais se dire que voilà, on va vraiment mettre les choses qui nous semblent importantes en premier, enfin vraiment développer presque une philosophie d'entreprise. C'est quelque chose qui dépasse la simple expérience éditoriale. Donc on est vraiment du coup toute cette équipe-là. Il y a un petit peu de canal historique avec Charlène qui était aussi là dès le départ. Qui s'occupe maintenant de la page Facebook et aussi un petit peu de marketing, des champs de visibilité. Donc on est vraiment cette équipe-là, on est tous chapeautés par Paul Scortezia, qui est le directeur de la structure, qui était avant directeur éditorial du Lombard, et à qui on a proposé du coup de créer Urban Comics. Et du coup c'est passionnant parce qu'on parle d'Urban Comics, mais à l'époque c'était rien du tout en fait. Ça a été, je crois, Dargo Comics ou Dargo, enfin je ne sais plus ce que c'était en fait, ça faisait d'ici donc c'était rigolo. Mais il y avait déjà même une page Facebook qui existait, qui était évidemment temporaire. Mais après, on se souvient des nuits blanches à essayer de trouver un nom qui claque, qui donne aussi un sens, parce que c'est très important aussi de pouvoir développer un discours sur ce qu'on fait, c'est ce qui va sous-tendre tout le reste. Et on est venu avec ce nom d'Urban Comics. Alors il y a eu plein de tests que je vous épargnerai. Mais voilà, on est venu avec Urban parce que voilà, Urban c'est la cité, c'est l'endroit où les hommes, où la civilisation s'est créée, et avec ces super-héros qui sont aussi assez urbains, puisque à chaque super-héros correspond une ville, on arrive avec ce espèce de nouveau panthéon, un petit peu ces nouvelles divinités, comme les divinités grecques avaient pu l'être à l'époque. Et pour nous, du coup, ça se répondait assez bien, vraiment. C'est la naissance de la civilisation, qui a été également la Grèce, qui ont créé du coup tout ce qui est citoyenneté, la ville, l'urbis. Et voilà, donc on a vraiment quelque chose qui était assez cohérent, qui tournait bien, et puis on a roulé, parce qu'à un moment il faut avancer, et puis après on a surtout le logo. Le logo cristallise énormément, c'est-à-dire qu'on a eu ces tours qui étaient très reconnaissables en fait. Et c'était vraiment aussi on parle du logo, on parle du nom, on parle du design, c'est qu'on a vraiment voulu créer une rupture avec ce qui se faisait avant sur le super-héros. Je suis précédent éditeur, donc on a réfléchi alors de manière un peu égoïste, si je suis vraiment honnête, c'est que moi les bouquins urbains, c'est les bouquins que je veux avoir chez moi. Donc du coup j'ai été très, je me suis dit voilà, qu'est-ce qui me plairait, donc c'est un truc assez uniforme, c'est quand même avoir des touches de couleur, avoir quelque chose de très cohérent visuellement, d'épurer au maximum toutes les illustrations, parce qu'on veut vraiment mettre l'illustration de couverture en avant, on ne va pas aller la perturber en fait, ou la parasiter avec un logo un peu trop voyant, avec trop d'effets, ce genre de choses. Donc on est plutôt en ce qu'on appelle le flat design, donc on épure au maximum. Donc on a vraiment appliqué cette logique-là sur l'esthétique des bouquins, donc de manière à créer un ensemble vraiment cohérent. Et puis après, voilà, ça a été ce que Paul a su faire, parce que lui c'était vraiment sa partie pour le coup, ça a été vraiment
d'obtenir des prix relativement bas, parce qu'on reste quand même avec des volumes de pages, mais pour des prix, alors 35 € c'est une somme c'est sûr, mais vous en avez au moins pour peut-être une semaine de lecture, donc ça reste en plus très compétitif. Et puis voilà, donc on a ces deux piliers premiers donc, qui ont été le design et le prix, et puis après vient le contenu, donc là c'est vraiment ma partie principale, de créer ces collections, de créer cette structure dont DC avait franchement besoin. On pouvait pas faire autrement. On l'a fait dès le début parce que c'est dès le début que ça doit se faire. Donc voilà, c'est cette aventure à la fois humaine et éditoriale qui est, je ne sais pas si je revivrai ça un jour, mais en tout cas c'est forcément une étape très très importante dans la vie de chacun. Alors du coup, ça fait 5 ans que vous vous êtes imposé comme l'éditeur des séries DC Comics et Vertigo sur le territoire français. C'est un territoire qui était plus globalement acquis à la cause de la concurrence, des héros de la concurrence, à cause du passé éditorial de Marvel donc, sur le territoire français. Quelle a été vraiment votre stratégie du coup pour repartir pour aller reconquérir ce marché, et est-ce que du coup tu as l'impression d'avoir réussi à changer la donne? Alors, il y a deux parties, c'est qu'en fait le maître mot vraiment c'est structure. C'est quelque chose qui, moi, ne m'était pas apparent. C'est ce que j'ai déjà pu raconter dans d'autres interviews. C'est que vraiment, quand j'étais un lecteur bon, à la base, j'étais un lecteur de Marvel parce que c'était ce qu'il y avait de plus visible en fait en France. Voilà, je passais par la case Strange, forcément, les spéciales Strange, Origine et compagnie. Et quand je voulais m'attaquer un petit peu à du DC, voilà, il y avait quelques récits forcément incontournables. Il y avait moi, mon premier bouquin, c'était Sourier. Dans l'édition, j'ai lu une poche BD. Qui m'a bien traumatisé parce que j'ai lu un petit peu jeune. Mais voilà, ça a été pareil, le Batman année, mais que j'ai pas du tout identifié comme un comics en fait. Ça a été Dark Knight Returns, auquel j'ai rien compris parce que j'étais encore trop jeune. Enfin bref, j'avais plusieurs expériences. Je lisais un peu de Superboy, tout ce qui était disponible aussi dans les greniers des grands-parents. Et parce que heureusement mon oncle était passé avant, qui était un très très grand fan de comics. Et je lui rends hommage chaque année en lui offrant plein de comics. Et voilà, il a les premiers fantasmes, c'est vraiment l'école Lug, Arédite et compagnie. Donc c'est lui qui m'a inoculé le virus. Et donc voilà, on avait donc ce que je voulais dire, c'est que on est du coup avec un héritage de DC qui est présent. Faut pas raconter de conneries non plus. C'est il a été là. Les œuvres principales ont été publiées de manière assez éparse en fait. C'est qu'on n'a jamais eu de lien direct, de lien, de connectivité en fait entre les récits. C'est qu'on s'en tenait en fait à des récits complets. C'était le travail de Artimar, Edith, avec Zelda aussi, avec Delcourt également, qui a été très tôt sur le marché. Ça a été du coup l'édition USA, Ferchine Baroucha, qui a aussi posé les jalons. Voilà, il y a eu Semix forcément, Panini. Mais voilà, ce qui me manquait, moi en tout cas, c'est qu'à un moment où j'ai voulu un petit peu dépasser les Dark Knight Returns, Year One et compagnie, j'ai dû me tourner vers la VO, parce que ce qu'on m'offrait en tout cas en français, en fait moi j'avais une vraie difficulté à comprendre ce que je lisais en français quand c'était du DC, puisqu'il fallait que je regarde l'ours. Ce qu'on appelle l'ours en fait, ce sont les crédits. Vous avez les mentions légales de DC Comics, machin truc, All Right Reserved et compagnie, et vous avez aussi le contenu dedans avec les années de publication originale. Et c'était mon seul repère. Alors il faut savoir qu'à l'époque internet n'était pas aussi accessible. Il fallait aller dans des bars de campagne, payer 12 € l'heure, bref, je passais ma pauvre petite vie de campagnard. Mais voilà, en gros c'était une tannée pour comprendre ce que je lisais. Je me rappelle, j'avais lu quoi. C'était Green Lantern Rebirth, j'ai rien capté. C'est trop compliqué, le spectre. Bref, ça ne me parlait pas. Et en gros, quand je suis arrivé chez Urban, je me suis soumis à toutes ces expériences qui étaient frustrantes, parce que c'était. Je me rappelle encore le Infinite Crisis, pareil, c'était le même topo. J'ai rien capté, je comprenais pas les enjeux. Ok, je connais les personnages principaux parce que ce sont les plus connus du comics, mais je ne connais pas vraiment leur relation avec tout le reste de l'univers. Donc ça a été un peu ça en fait que je me suis promis un petit peu de rectifier. Alors on va pas parler d'apport ou de marque ou d'empreinte laissée au nom du comics parce qu'on n'en est pas là. Pour moi ça a été vraiment, encore une fois, c'est un désir personnel que le François du passé, en fait, que ça n'existe plus en fait, qu'on n'ait plus ce type de lectorat qui soit complètement paumé dans ce qu'on nous propose à lire. Donc voilà, on a créé une structure, vraiment on a découpé de manière arbitraire les 75 ans de DC en faisant la collection DC Archives qui a des années 40 à 85, de 85 à 2011 c'est DC classique, et à partir de 2011 c'était la Renaissance. Donc on a eu aussi la chance de débuter notre carrière d'éditeur avec
le New 52, donc ça a été parfait. Ça nous a permis de publier la nouveauté, ce qui paraissait à 6 mois d'écart aux USA, mais également de nourrir toute cette culture-là d'ici, de toute la période classique et archive. Sachant que voilà, on essaye d'intéresser les gens avec la nouveauté, tout ce qui brille et qui est joli et au goût du jour. Et si quelqu'un s'intéresse à Batman ou à Wonder Woman, il peut revenir un petit peu en arrière, il s'intéressera au boulot qu'on va pouvoir publier, genre Greg Rucka sur Wonder Woman, ce genre de choses. Et si ça l'intéresse encore, on a du coup tout ce travail d'archives qu'on peut faire avec Wilton Marston, enfin le créateur du personnage. Ça a été donc cette colonne vertébrale, ce sont ces 3 collections chronologiques, archives, classiques et renaissance. Peut-être à terme Rebirth, mais je ne sais pas, puisque j'ai pas lu grand chose pour l'instant. Et à côté de ça, on a quand même des ouvrages un peu transversaux, que sont les bouquins de la collection DC Signature. Pour nous, c'était important de mettre les auteurs au même niveau que les icônes, en fait. Alors c'est quelque chose qui n'était pas forcément évident ou naturel pour DC Comics, pour qui les auteurs non, les icônes, leurs personnages sont avant tout ce qu'il faut promouvoir. Nous, on leur a dit, voilà, la culture française c'est un petit peu différent, c'est que les auteurs peuvent être aussi une porte d'entrée pour découvrir plusieurs œuvres. En fait. Quelqu'un qui aime bien Grant Morrison, sur Batman par exemple, peut-être ira voir Les Invisibles ou Flex Mentalo. Enfin bref, ça devient vraiment une autre porte d'entrée, et c'est notre travail vraiment d'ouvrir au maximum, en fait, de sortir le comics de sa niche. C'est vraiment ça sonne comme une tagline pourrie, mais c'est vraiment ça. C'était vraiment le gros de mon travail, en fait, au niveau de la conception. Du coup, on a quand même vu aussi ces dernières années que Urban Comics est pas mal tourné sur le marché des indépendants, que vous faites notamment un travail de série Image bien mis en avant par l'édition et le pricing que vous faites. Mais du coup, aujourd'hui, en 2016, quelle place occupent les indés dans les priorités d'Urban? Et est-ce que tu penses que le lectorat français, plus habitué justement à ces séries d'auteurs, il est plus réceptif qu'à des logiques de continuité et d'univers partagé? Ça dépend, en fait. Alors, pour répondre à la première question, c'est qu'on a, dès 2013, en fait, on avait travaillé en amont, forcément, avant pour publier ces séries-là, mais on a commencé à travailler sur ce catalogue indé, mais on devait travailler en priorité quand même sur le catalogue DC Vertigo, qui est notre partenaire privilégié. Et après, donc, cette relation qu'on a pu aussi bâtir avec les auteurs, en les rencontrant, en les invitant sur les festivals, ça nous a permis d'être proche d'eux et je pense d'être aussi à même de mieux défendre, en fait, leurs œuvres. C'est qu'en étant l'éditeur de Y le dernier homme, des Sirènes de Bagdad ou de Ex Machina, on a déjà tout un travail de découverte pour les nouveaux lecteurs, ceux qui ne connaissaient pas Brian Vaughan à l'époque. Ça nous légitimise d'autant plus après pour publier les nouvelles séries, les nouvelles créations de ces auteurs-là, qui ne sont pas signés sous label Vertigo, mais chez Image Comics entre autres. Donc ça a été vraiment ce travail un petit peu, la constitution du catalogue Urban Indies, donc avec tous ces titres qui ne sont pas du DC ou du Vertigo, qu'on va chercher chez des éditeurs comme Image Comics, comme Dark Horse, Comic Press, Boom, donc voilà tout, Warrior aussi, du coup Exit. Et donc voilà, c'était dans un premier temps, le catalogue Urban Indies s'est vraiment développé dans cette logique de poursuivre le travail sur les auteurs qu'on faisait déjà, que ce soit avec des super-héros comme DC ou avec des œuvres vraiment pour le coup des vraies créations d'auteurs avec Vertigo. Mais voilà, quand je dis poursuivre, du coup, c'est vraiment au sens littéral, c'est au propre et au figuré, puisqu'on a dû aller chercher ces auteurs chez d'autres éditeurs. Donc, après, voilà, ça a été le premier mouvement, du coup, on a publié les œuvres auxquelles travaillaient Scott Snyder, Sean Murphy, Fabio Moon, Gabriel Ba, Alan Moore aussi. Donc c'était le premier acte de développement. Et après, on a étendu le champ d'investigation, puisque le comics, on va dire sous l'impulsion d'un éditeur comme Image Comics, met en avant énormément de genres, de sujets différents. C'est pour nous très important de montrer aux lecteurs français, en fait, d'accord, il y a les super-héros, c'est historiquement, on va dire, un genre dominant, en tout cas tel qu'on le connaît en France, mais c'est un genre qui est, les comics c'est d'abord un genre pluriel, comme son nom l'indique, mais il y a autant de genres, de sujets, d'affinités, de traitements possibles qu'en manga, qu'en franco-belge. Donc il ne faut vraiment pas limiter le comics aux super-héros. Forcément, c'est un réflexe qu'on a maintenant, parce que les films ont aussi
travaillé dans ce sens-là, mais les super-héros ne sont jamais qu'un genre parmi d'autres. On a du polar, on a de la SF, on a du roman graphique, on a de la fantasy, la science fantasy, l'art fantasy, enfin on a vraiment tout est déclinable, il y a autant de genres en comics qu'il y a d'auteurs et sans doute qu'il y a de lecteurs. Donc pour nous c'était dans un deuxième tour de mettre en avant vraiment cette diversité des comics à travers justement ce label Urban Indies. Donc dans un premier temps les auteurs avec qui on travaille beaucoup, deuxième temps la diversité et après troisième temps donc, ce qui nous amène en 2015 à vraiment à s'adapter aussi à un marché qui explose encore une fois sous la houlette de Image Comics en proposant des séries qui sont tout simplement excellentes. Donc comme on est des lecteurs avant tout de comics et que notre boulot c'est d'éditer des comics, on ne se limite pas effectivement uniquement à DC puisqu'on ne s'appelle pas DC France, on s'appelle Urban Comics. C'est aussi l'une des raisons, cette volonté de rester quand même autonome dans nos choix. Alors, on a récemment vu les premières annonces de DC Rebirth, que tu mentionnais juste avant. Donc, il va proposer dès le mois de juin prochain des séries qui seront publiées 2 fois par mois, pour la plupart d'ailleurs de ces titres. Et du coup, est-ce que tu peux déjà anticiper comment Urban va répercuter cette façon de faire sur les kiosques VF? Et beaucoup se posent aussi la question de savoir si Urban va devoir faire un nouveau relaunch de ces kiosques alors que vous venez juste d'en faire un. Alors, les lecteurs se posent la question, l'éditeur aussi. On a quelques informations. On voyait Jimmy au Salon de Bologne il y a 2 semaines qui nous traçait en gros les grandes lignes de ce projet qui est Rebirth. Mais on n'a pas assez d'informations en fait en tant que tel pour savoir si on a une vraie rupture avec la continuité Renaissance ou si du coup on rattrape, on passe par-dessus Renaissance et on a la continuité classique qui se poursuit. On ne sait pas, en fait, vraiment clairement on va attendre de lire le contenu comme ce qu'on fait toujours en fait, c'est le contenu qui va décider vraiment de la manière dont on va publier l'ensemble de nos titres. Donc je suis désolé, mais à l'heure actuelle, j'en saurai peut-être plus dans 1 semaine ou dans 2, mais à l'heure actuelle, ouais, je ne peux pas faire de réponse plus construite que ça. Et du coup, question subsidiaire, quel degré de recul est-ce que tu as par rapport à ce que fait DC Comics et leur publication et leur prise de position éditoriale? Je pense notamment au cas, par exemple, de Dark Knight 3, qui a accumulé les retards de publication, mais que vous avez décidé de publier rapidement. Oui. Et on voit que là, avec les retards qui s'accumulent, Urban va sûrement devoir aussi décaler. Oui. Donc, de façon générale aussi, quel recul tu as sur ce qu'a fait le DC? Là, c'était un challenge pour nous, pas forcément de tout publier sur 2017, parce qu'on vu 2016 pardon, avec ces grands projets, ça fait toujours super rêver sur le papier et puis parfois il arrive ce qu'il arrive, c'est que les auteurs, les artistes sont en retard, donc c'est quelque chose qu'on avait un peu prévu, mais pour nous c'était très important quand même de coller à l'actu, entre autres l'actu du film, qui pouvait être aussi un porte-étendard ou une porte d'entrée énorme pour tous les lecteurs, qui pouvaient en plus retrouver Frank Miller à l'origine de ce projet-là, qui faisait le lien avec Dark Knight Returns, dont le film du moins, a au moins repris certaines données. Donc pour nous, il y avait un vrai contexte éditorial qui était important. On devait en fait proposer un contenu qui était en adéquation, du moins qui était possiblement à la base en fait de tout ce remue-ménage marketing et cinématique. Donc voilà, ça a été tout simplement c'était de notre devoir et on n'imaginait pas les choses autrement, de proposer. On a beaucoup eu ces retours, notamment sur le net, voilà, c'est seulement 2 épisodes, vous faites payer 15 €, c'est quand même plus de 80 pages de BD, voilà, donc on est quand même avec les épisodes normaux plus les backups, donc on n'est pas, à mon sens, pas non plus, c'est pas un vol à main armée, on ne force personne. Mais voilà, alors quant à la continuité en fait sur les tomes 2, 3, oui, on avait prévu le tome 2 en juin il me semble, et puis le 3 en fin d'année, mais on va reporter tout simplement. Après voilà, pour nous c'était important d'être là au tout début. Après, advient ce qu'il peut advenir. Alors, de façon générale, le choix des publications des séries et du type de format de publication, vous le faites comment? C'est basé sur le succès critique des titres, ou alors sur un succès commercial, ou est-ce qu'il y a des exigences aussi par rapport à DC qui vous donneraient des directives? Et seconde question, c'est est-ce que tu penses que les attentes du lectorat français sont les mêmes que celles du public américain? Ça fait plein de questions. Alors, on va évacuer tout de suite l'imprimature de DC, c'est qu'en fait, non, on n'a pas d'ordre de DC. C'est que par contre, quand eux voient exploser Harley Quinn chez eux, ils disent, bon, on vous le dit comme ça, c'est en train de prendre une proportion énorme. Et forcément, du coup, on se penche dessus, on regarde un petit peu plus en amont que peut-être on l'aurait fait autrement. Mais voilà, ça ne dépasse pas du tout ce niveau-là. Ça, on reste vraiment, on travaille en vraiment très bonne intelligence avec DC. C'est très agréable ils nous laissent faire ce qu'on sait faire en fait. Et on pense avoir
et c'est ce qu'ils nous disent aussi, qu'on a une meilleure connaissance du marché local que pourrait l'avoir. Donc c'est vraiment là-dessus, on se comprend très bien et on fonctionne très très bien. Et parfois, ils nous aident aussi à rentrer en contact avec Warner, à créer des partenariats. Donc vraiment là-dessus, voilà, c'est une très très bonne collaboration. Par rapport au contenu, je ne sais plus quelle était ta question. Si vous vous basez sur le succès critique des titres ou le succès commercial. Alors, le succès effectivement commercial, forcément, on s'y intéresse parce que on essaie de voir aussi dans quelle mesure ça peut effectivement intéresser en fait le lectorat français. Parce qu'on a certaines séries qui ont pu bien fonctionner. Alors, je cherche un exemple, mais j'en ai pas. Qui ont cartonné en gros aux États-Unis et c'est pas tout à fait le cas en France. Enfin, j'ai plus d'exemples en indé que chez DC. Mais bon, en tout cas, une fois qu'on a ces données-là de séries potentiellement à succès, on a un potentiel, on le lit. Parce qu'on ne veut pas publier n'importe quoi. Enfin, il faut trier, quoi. C'est vraiment le métier d'éditeur, c'est de faire une sélection et pas de tout proposer. Et au lecteur, peut-être s'il enchaîne les mauvais titres, il va se décourager et ça ne va plus l'intéresser du tout. Donc on est vraiment là en proposant quand même une large portion de ce qui est fait. Je crois qu'on n'a jamais fait les 52 séries, mais on en a fait peut-être un petit peu moins de la moitié. Mais pour nous, voilà, on a jugé, effectivement, on a lu, éditer, c'est choisir sa volonté, et surtout c'est très subjectif. Enfin, très subjectif avec quand même cette donnée de moi j'aime ça, est-ce que d'autres personnes peuvent aimer ça et pourquoi? C'est vraiment le boulot d'éditeur, c'est de pouvoir dépasser le cadre du j'aime pas et de pouvoir se dire ok, je suis pas fan forcément de ça, mais je vois l'utilité, je vois la manière dont ça peut aussi peut-être intéresser d'autres personnes, dont ça peut les toucher ou peut-être les ramener vers le comics. Voilà. Donc on a par exemple toute l'utilité d'une collection comme DC Urban Series, c'est ça en fait, c'est d'essayer d'intéresser des gens qui sont téléspectateurs de séries télé, qui n'auraient peut-être jamais fait le lien avec ces livres sur papier et de se servir de ces livres-là avec un prix d'appel à 10 € et avec un certain nombre de pages et en mettant dedans le catalogue de vous avez aimé Green Arrow, vous allez pouvoir lire tout ça sur Urban ou dans Flash la série télé, de mettre un épisode de Carmine Infantino, enfin voilà, d'essayer un petit peu du professeur Zoom et tout ça, bref, de les intéresser, de leur montrer d'où ça vient en fait. Je me rappelle encore c'était à Angoulême où j'avais un lecteur de 15 ans qui était fan d'Arrow, mais vraiment fan hardcore, mais qui n'avait jamais lu en gros de Green Arrow, quoi, le Green Arrow original. Donc je vais parler de ce que O'Neill et Adams avaient fait sur le tandem avec Green Lantern. Je vais aussi expliquer qu'à la base, cette histoire d'île, la formation de Green Arrow, c'est Jack Kirby en fait qui l'a formalisé. Et je lui ai montré l'anthologie de Kirby et il a accroché sur le dessin et il est reparti avec l'anthologie de Jack Kirby. Ça c'est un putain de succès personnel, ouais, je le mets haut sur mon étagère, mais voilà, c'est marginal, hein. Je sais que chaque téléspectateur ne va pas se transformer en acheteur, c'est évident, mais en tout cas, voilà, on offre cette possibilité-là. C'est de la même manière qu'un film, on ne va pas se retrouver avec des millions de lecteurs en librairie, c'est évident. Par contre, je pense que les lecteurs de bande dessinée, manga, franco-belge, qui n'avaient peut-être pas forcément l'appétence ou la curiosité de lire des comics, avec, on va dire, le battage qu'il y a au niveau des films, va peut-être porter un œil un peu plus intéressé en fait sur les comics. Donc pour moi, il faut y aller petit à petit, c'est qu'on ne parle pas de grand public au terme mass market, mais on va d'abord s'intéresser petit à petit, strate après strate, à des personnes qui sont un peu plus susceptibles de s'y intéresser, qui ne s'y intéressaient pas avant. Tu as des lecteurs de manga qui ne lisent que du manga, ou voilà, les lecteurs franco-belges que du franco-belge, mais voilà, leur dire ah oui tiens, j'ai entendu Ben Affleck, j'aime bien cet acteur, j'aime bien Batman, bon tiens, je vais peut-être m'intéresser la prochaine fois que j'irai en librairie au bouquin d'Urban. Alors du coup, ce qu'on appelle un peu le flot de nouveaux lecteurs qui peut arriver avec la popularisation des héros sur petit et grand écran, est-ce qu'en tant qu'éditeur, tu le ressens vraiment ça? Alors, on est à plusieurs niveaux. On se rend compte qu'effectivement, alors c'est assez marrant, on a vu un gros boom en 2012 en fait, avec la fin de la trilogie Nolan. Tous les titres Batman se sont vraiment envolés. On était vraiment bénis des dieux cette année-là, parce qu'avec Renaissance et ce film-là, c'était excellent. Et on a pu mettre en valeur Nightfall, Bane et tout ce pan inédit. On avait du coup commencé vraiment à défricher un petit peu l'inédit de Batman. On a du coup atteint un niveau de lectorat qui était au-delà un petit peu de ce qui se faisait avant, ce dont en tout cas on avait idée. Et puis on se rend compte après qu'on a eu le Man of Steel, toujours 2 ans après, et en fait on s'est rendu compte, on s'est dit les titres Superman vont peut-être mécaniquement un peu gonfler, et non en fait, ça n'a pas été le cas, on n'a pas eu seulement les titres de Superman, c'est qu'en fait le film Man of Steel, le film Superman a profité à l'ensemble
des éditeurs en fait de comics, de super-héros. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois que Batman il bosse pour lui, c'est pour son écurie, et Superman rend service à tout le monde. Ça a été vraiment une... Parce qu'en parlant de Superman, forcément, c'est en tant que premier super-héros historique, on revient sur le concept, on revient sur l'évolution et sur les mutations chez X-Men et enfin, chez Marvel et compagnie. Donc ça a vraiment profité à l'ensemble, on va dire, des éditeurs français de comics. Et puis là, sur Batman et Superman, on se rend compte que là, pour le coup, ça profite aux deux. On voit vraiment au niveau des ventes, on passe des caps et on n'a jamais vendu autant de Superman, donc ça c'est plutôt cool, parce qu'avant, voilà, on a, on va dire, un petit passif historique entre français et américain, et on prend encore Superman pour un Boy Scout, héros chantre de l'impérialisme américain. Ça a bien changé depuis, mais c'est en gros un marronnier qu'on aime bien ressortir, que les journalistes aussi aiment bien ressortir. C'est tellement plus simple de communiquer sur des choses, sur ce type de raccourci. Mais voilà, nous, notre travail, au contraire, voilà, c'est que quand on a ce film-là, Batman contre Superman, c'est de proposer plusieurs variétés en fait, d'ouvrages, de manière à augmenter un petit peu j'allais dire le radius, mais c'est pas ça, l'exposition en fait du personnage, avec d'un côté, on va dire pas du tout venant, mais plutôt du mainstream, avec le Superman Batman de Jeff Loeb et de McGuinness, avec un truc bien bombastique et un petit peu fun. On a également un petit peu l'œuvre un peu fondatrice, en tout cas l'une des œuvres majeures sur Superman, qui est assez fine, mais les derniers jours de Superman par Alan Moore, qui rassemble trois récits du scénariste anglais sur le personnage. Un peu de la même manière, il va résumer ou synthétiser l'essentiel en fait de Superman en 80 pages, de la même manière dont il a pu résumer en fait le mythe de Batman et sa relation avec le Joker dans le Killing Joke en 64 pages. Donc on arrive du coup avec ces ouvrages qui sont facile d'accès. Je dis facile d'accès parce qu'en tant que tel c'est quand même un petit peu pointu, mais on arrive avec plein de rédactionnels, en tout cas avec un prix très bas. À côté de ça, on développe avec Urban Kids toute une série de livres qui sont, on va dire, tout âge. Alors ça, voilà, de 7 à 77 ans selon la formule consacrée, mais en adaptant en fait dans ce format en intégral, donc un format souple, un petit peu carré, les épisodes de Superman, Superman Adventures, donc, tel qu'on l'a connu, nous c'était Superman, l'ange de Metropolis, je crois, designé par Bruce Timm, scénarisé par Paul Dini. Donc voilà, on continue ce travail-là auprès des jeunes générations de lecteurs. Et puis encore, on a essayé un autre truc avec Urban Graphic, donc qui est notre label de roman graphique, en adaptant dans un format un petit peu différent de ce qu'on a pu voir chez Panini, en fait, d'adapter It's a Bird. Donc c'est un oiseau de Teddy H. Christiansen pour le dessin et Steven T. Seagal au scénario, qui va raconter comment est-ce que l'envoi il va devoir se dépatouiller. On vient de le bombarder scénariste de Superman, pour lui Superman ça lui parle pas, et il va raconter comment est-ce que cette icône de papier va pouvoir résoudre peut-être les problèmes que lui va rencontrer en fait dans la vie de tous les jours, parce que voilà, on est avec une situation et familiale et de santé un petit peu tendue, et en fait l'icône de papier va vraiment pouvoir lui insuffler l'énergie nécessaire. Donc on arrive du coup avec cet apport sur le roman graphique à concerner énormément de monde, et mécaniquement on parle aussi à plus de gens. Des gens qu'on espère voir revenir. Après, voilà, on n'est jamais sûr de rien, mais on a quand même cette volonté, on met tout en place pour que ça fonctionne. Après, on ne va pas les pondre, les lecteurs. C'est que s'ils n'existent pas, c'est simplement qu'on est aussi sur un moment où le comics est surexposé en ce moment, donc tant mieux. C'est vraiment un âge d'or, je pense qu'on n'a jamais lu autant de comics en France qu'aujourd'hui. Mais après, voilà, on peut pas, on est aussi en compétition avec le cinéma, les séries télé qui nous prennent tous beaucoup de temps, les jeux vidéo aussi, et puis entre-temps, la vraie vie et les amis. Donc voilà, on doit un petit peu jongler avec tout ça. Alors, quelle importance Urban donne aux demandes et réclamations du lectorat, notamment sur votre page Facebook ou Twitter? Et par exemple, on peut se souvenir de la grogne d'une partie de votre lectorat quand vous avez décidé de changer la façon de publier Green Lantern Saga. Il y a eu beaucoup. Donc comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Tout est lu. C'est-à-dire qu'on a forcément Charlène qui est en contact direct. Tout est lu. Après, on est un éditeur. C'est-à-dire qu'on n'est pas... c'est pas une putain de démocratie. C'est qu'en fait, on est avec une vision. C'est on sait exactement où on va, et on essaie de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Et pour ça, on a forcément des plans à plus ou moins long terme. Et avoir une vision, c'est pas changer d'avis du jour au lendemain, ou se dire ah oui, là on m'a dit ça, donc je vais plutôt aller par là. Et en fait non, le lendemain on me dit ça, mais pas forcément les mêmes personnes, et je vais aller là. Ce qui fait qu'au final on perd la vision, et c'est, prêtez-moi l'expression, c'est le bordel. Donc on garde notre cap, on fait vraiment en sorte que la licence, de la faire fructifier, parce qu'on est là pour longtemps, du moins on l'espère.
Et on ne peut pas en fait se plier, ou du moins suivre en fait l'avis de 20 personnes qui gueulent plus que d'autres, et satisfaire ces 20 personnes-là, voire même si elles les achètent, on a de la chance. Donc on est obligé forcément à chaque fois de s'adresser au plus grand nombre. On essaye, plus on a de succès en fait, et plus ça nous permet aussi d'aller dans le détail. Donc forcément ce sont des étapes, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et voilà, en ce qui concerne Clear Lantern, c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'à partir du moment où Geoff Johns a quitté la série, on a perdu plus de la moitié des lecteurs. C'est aussi simple que ça. La politique d'auteur, tu disais au début, est souvent mise en avant par Urban, c'est de toute façon vous avez choisi de procéder. Du coup, est-ce que tu peux nous dire s'il y a d'autres travaux de jeunesse associés aux légendes de la bande dessinée qui vont être publiés par Urban, et de façon générale, est-ce que tu peux nous dire quels prochains auteurs Urban va-t-il leur consacrer une collection? Alors, il y a à plusieurs niveaux en fait. On a ça va se faire à plusieurs niveaux. On va avoir un film l'année prochaine sur Wonder Woman. On est super content, surtout quand on a vu ce qu'elle donnait à l'écran. Et on va forcément mettre en avant du coup le travail de George Pérez sur la série, et en parallèle également le travail de Greg Rucka. Donc on aura en DC signature certainement le Greg Rucka présente Wonder Woman. Je ne sais pas encore si je vais faire un George Pérez présente Wonder Woman, puisqu'on a également avec un... Peut-être les archives de Wonder Woman. À voir, vraiment, parce que là en plus on est après du coup on est en classique. Il y a les archives, du coup ça se passe un petit peu avant 85. Là on est après, on va voir. Mais c'est du matériel qui va forcément être mis en avant, comme le Terre 1 de Grant Morrison avec Yannick Paquette. C'est quelque chose qui arrivera à ce moment-là. C'est que parfois on est obligé d'attendre un petit peu l'alignement des planètes pour donner le maximum de chance en fait à un matériau. On publiera du coup également les GLA, enfin Justice League of America de Mark Waid et Morrison au moment du coup en fin 2017. On fera le travail un petit peu avant forcément. Mais voilà, ça va vraiment être une grosse année Wonder Woman et Justice League. Mais pour revenir aux auteurs, on va avoir, en parlant un petit peu de Morrison, on publie en fait, alors c'est l'un des, donc je sais pas si ça t'intéresse. Vas-y, parle-en quand même, hein. On n'est pas si sectaire que ça. Je peux en parler. On va publier en fait, de la même manière dont on avait mis en relief ou en perspective la carrière de Sean Murphy, donc qui est encore un jeune auteur, et dont on avait publié en fait le même mois Punk Rock Jesus, qui était son œuvre la plus récente, et sa première œuvre, son premier roman graphique était Off-Road, qui permettent en fait vraiment de voir un petit peu l'étendue et l'évolution du style d'un dessinateur ou d'un scénariste. Ça permet vraiment d'avoir l'alpha et l'oméga de la carrière d'un auteur, qui pour nous est important. Et c'est ce qu'on va faire en fait en septembre prochain avec Grant Morrison, dont on va publier en fait Zenith, qui est vraiment on va pas dire que c'est le Watchmen de Grant Morrison, parce que sinon on pourrait avoir un Watchmen par grand auteur, mais on arrive quand même avec cette vision, à la manière dont Grant Morrison a pu digérer le mythe des super-héros. Ce qui en résulte vraiment, c'est Zenith, avec cette série dessinée par Stevie Howell qui pose vraiment les bases de tout ce que Morrison va développer ensuite en thématique. C'est vraiment brillant, quoi. Déjà à l'époque, c'est l'un de ses premiers boulots professionnels, ou du moins réguliers. C'est brillant. Et au même moment, en septembre, on publiera Annihilator, donc sa dernière mini-série, sa dernière œuvre majeure en date, qu'il a réalisée avec Fraser Irving, qui est un de ses compatriotes de longue date, et où il va revisiter, on a un peu une part autobiographique en fait dans ce récit, où on va avoir cet auteur qui va être confronté en fait à ses démons, à ses créatures aussi, c'est des créatures auxquelles il donne vie sur papier, vont venir un petit peu plus le hanter de manière presque physique. En fait, il va y avoir une vraie interaction, et c'est tout un aboutissement en fait de sa réflexion sur le rapport entre le créateur et la créature, la manière dont aussi on gère tout simplement la création. Et c'est un truc qui le suit depuis toujours. Là, on arrive vraiment à quelque chose de très très mature. Alors, si le reste ne l'était pas déjà, là, c'est vraiment... on est vraiment, du coup, on suit ces auteurs-là. Pour nous, c'est très important de poser un petit peu ces repères. C'est quelque chose qu'on va faire également avec Vaughan. Vaughan, dont on publiera la nouvelle série, Paper Girls, qu'il réalise avec Cliff Chiang. Okay, je vous invite à aller voir les previews sur le net, et on vous donnera bientôt plus d'infos. Et au même moment, on publiera également un récit qui s'appelle The Escapist, alors qui n'est pas l'un de ses premiers, mais qui est en gros l'une de ses œuvres peut-être les moins connues en fait, et pourtant tellement révélatrice de ce qu'il a pu créer par la suite, de toute cette... En fait, c'est un manifeste pour le creator own. C'est qu'on va comprendre au fur et à mesure de ce récit qui mélange de manière très très inventive l'équipe, l'aventure éditoriale de trois jeunes gens qui vont
racheter une licence et créer les nouvelles aventures d'un personnage de l'âge d'or. Et du coup, et l'interaction, la manière dont on peut intégrer du coup, ces pages du héros, enfin, telles qu'elles sont publiées dans le monde du récit, vont vraiment apparaître en fait, dans les pages de notre album. En fait. Et du coup, on va casser tous les murs possibles. Enfin, c'est très intelligent. En fait. Alors, je lui fais pas honneur parce que voilà, faut vraiment le lire pour saisir l'ingéniosité en fait, de Vaughan. Mais voilà, c'est une œuvre qui lui est particulièrement chère parce qu'elle pose vraiment la base de ce qu'il a pu développer ensuite avec Saga. Pas au niveau du thème, hein, c'est pas de la SF, c'est juste une aventure éditoriale de 3 amis, mais sur tout ce mouvement qu'il y a maintenant chez Image de aller plutôt créer vos propres personnages plutôt que passer du temps sur des personnages qui ne vous appartiendront jamais. Après, moi ce que je trouve intéressant, c'est que les deux coexistent, mais que certains auteurs soient tellement forts, en fait, comme Morrison ou Rucka sur un personnage, qu'ils en fait, ils ignorent en fait cette limite de ok, je sais que le personnage ne m'appartiendra jamais, mais je vais rendre mon run mémorable, je vais vraiment révolutionner la manière dont les gens envisageaient le personnage, et on se souviendra aussi de moi et du travail que j'ai fait, un véritable travail d'auteur sur une licence. Pour moi, c'est vraiment la manière dont on peut vraiment rendre service en fait aux super-héros. C'est ce qui permet aussi de les garder vivants, parce que si on restait avec le mythe de Batman, tout le monde le connaît par cœur depuis 75 ans, s'il est encore actuel aujourd'hui, c'est parce que DC a mis à chaque fois ses meilleurs auteurs dessus. On ne peut pas dissocier l'icône ou la licence de l'auteur. Pour moi, c'est vraiment une alchimie qu'il faut créer forcément, parce que parfois le mix ne prend pas. Mais voilà, moi je ne renvoie pas en fait le super-héros à l'indé. Pour moi, c'est vraiment c'est pluriel, c'est interpénétrant dans tous les sens que vous voulez, charnel ou pas. Mais c'est en tout cas très très dynamique, ça fait vraiment du bien. Et du coup, on parle d'indé, mais et Vertigo dans tout ça pour Urban, parce que il y a des nouvelles séries, des titres qui arrivent. Donc, est-ce que vous avez déjà une sélection sur ce qui vous intéresserait? Et aussi, du coup, dans les classiques de Vertigo, il y a encore des choses qui restent à publier. On peut citer, par exemple, le Swamp Thing d'Alan Moore, parce que vous aviez publié du Swamp Thing en DC Renaissance, mais du coup, alors, qu'en est-il pour Vertigo? Alors, pour Vertigo, on a fait des tests cette année, ou en 2014, je ne sais plus, avec des récits un peu plus pointus. Là, on avait du Morrison, on avait du Milligan aussi, Kid Eternity. on avait Kid Eternity. C'est quelque chose qui est un peu plus pointu. On ne s'attendait pas non plus à ce que ce soit un succès commercial, mais ça nous donne au moins une idée un petit peu du nombre de lecteurs qui peut attendre ou pas ces récits-là. Donc c'est une base qui était intéressante. Puis moi, à titre personnel, c'était des récits que je portais, donc c'était, je voulais les avoir chez moi. Et après, la réflexion autour du son film d'Alan Moore, c'est que c'est pas prioritaire, mais ça se fera. Donc voilà, c'est la réponse un petit peu pas de Normand, mais que je sors, parce que c'est vrai, tout simplement. Mais voilà, on a tellement encore de choses à publier que c'est pas urgent en fait de publier ce matériel. Donc, et pour les nouveaux titres récemment publiés chez Vertigo, il y a des choses qui... Alors il y a des choses qui vont arriver, mais par exemple, là encore en parlant d'articulation, je pense notamment à la série Sheriff of Babylon de Tom King et Mitch Gerads. Merci. Les découvertures de John Palleon, c'est magnifique. Je pense que cette série-là, si je la sors maintenant, aura moins de chance que si j'attends peut-être Rebirth avec Tom King sur la série Batman, et qu'ensuite je viens dire, voilà, comme Scott Snyder, Tom King a commencé chez Vertigo, et avec cette série-là, et ça peut être intéressé beaucoup plus de lecteurs qui seront lecteurs de Batman. Donc voilà, on a parfois la nécessité de faire un petit peu de frigo, de voir comment l'écosystème de DC et de Vertigo s'organise, pour ensuite trouver la meilleure exposition possible. Donc je suis conscient que ça crée des frustrations, on aimerait tous lire Prez en français, c'est des choses qui vont arriver. Moi Prez, là on sera un petit peu short, mais pour moi Prez, c'est le monde après Trump en fait, après l'élection de Trump, on arrive du coup dans cette... Enfin bref, réalité alternative, mais qui n'est pas si alternative. Et Presse, très concrètement, vous avez envie de le publier ou pas? Presse, c'est génial. Donc, pour l'instant, il y a 6 numéros de sortie. Ouais, la première mini-série, il y a la deuxième qui devrait arriver en octobre. Donc j'attends de lire la seconde. De lire la seconde. Mais on peut espérer peut-être avoir Presse en France un jour alors. Moi j'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc on verra. Ça c'est une bonne nouvelle. Du coup, pour DC Comics, un peu sa politique actuelle en tant qu'éditeur, mais aussi en tant que lecteur, comment tu la trouves, et si tu avais des responsabilités chez DC Comics, qu'est-ce que tu aimerais voir? C'est un peu plus libre. Et si j'étais roi du monde, non. En fait, je me projette tellement pas là-dedans que ça me paraît compliqué en fait de
permettre ça. Non. Mais tu es plutôt confiant pour Rebirth avec leurs annonces, la direction qui a été annoncée? C'est ça en fait, le truc c'est qu'on est aussi dans une société, bon je vais balancer des grandes généralités, mais c'est qu'on tout va très très vite, et aussi tout va très vite, tout le monde a la même importance, c'est qu'on n'éditorialise pas du tout ce qui est publié sur internet, ce qui fait que tout le monde a en gros une voix égale une voix. Et autant la personne qui est de mauvaise humeur et qui se lève et qui poste un commentaire qui va peut-être ruiner la carrière d'un scénariste, enfin, bref, on est avec ce niveau d'interaction qui, à mon sens, où il n'y a pas que du bon, je sais pas où je vais en dire, hein. Et c'est que tout ce qu'on entend maintenant sur Rebirth, je veux dire qu'en fait, l'immédiateté en fait, des choses empêche en fait, de mettre les choses en perspective. Donc, avant de dire « Ah, Rebirth, je suis un peu inquiet, blablabla », je vais attendre de lire le truc. C'est vraiment à chaque fois, la démarche qu'on a eue, c'est de juger sur le contenu. C'est comme juger un film sur un trailer, ou même si je sais que maintenant on a 90% du film dans le trailer, mais cette nécessité de, avant coup, avant de connaître, avant de lire, de critiquer, parce qu'aussi critiquer permet de se mettre en valeur, on n'écoute pas les gens qui disent du bien ou qui t'apportent des bonnes nouvelles. On préfère la personne qui sera un peu incisive, qui va se mettre en valeur en disant du mal ou en se hissant sur la tête de quelqu'un. On n'est pas du tout, nous, dans cette optique-là. Enfin, même moi, c'est pas ma philosophie de vie, en fait. C'est comme juger a priori de quelqu'un, c'est non, connais la personne, après tu juges sur pièce. On est sur le même principe avec le contenu qu'on publie. Et pareil, on ne s'emballe pas sur un numéro 1, même s'il est génial, ça nous donne envie de lire la suite. Mais on attend de voir si le tout est cohérent. C'est la même chose pour tout. Alors, avant-dernière question, on a entendu, j'ai entendu des bruits de couloir comme quoi Urban aimerait bien aussi faire éditer ses propres comics. Est-ce que tu peux nous dire plus là-dessus? En fait, c'est l'évolution normale en fait, d'un éditeur, d'une maison d'édition, d'une équipe. C'est que on fait pour l'instant de l'adaptation, on ne fait pas de création encore. On est en contact avec énormément d'auteurs, des auteurs qui ont des envies, qui effectivement voient dans le marché français un autre type de lectorat, un peu le lecteur originel un petit peu. Il y a un peu de sacralisation à ce niveau-là, et effectivement c'est quelque chose qu'on a aussi envie de faire. La chose la plus proche qu'on ait faite, c'est développer le label Urban Graphique, qui est né en fait de cette possibilité de publier le projet de Gabriel et Fabio Moon, qui sont les auteurs de Day Tripper, des auteurs brésiliens, et qui ont adapté un roman brésilien, donc de frères, et qui était très très éloigné de ce qu'on pouvait faire, mais voilà, ils voulaient le faire avec nous, ils nous ont fait confiance, et on a été là du coup dans une logique d'accompagnement d'une création en direct, et en proposant, voilà, c'est pas une création complète parce que les frères sont très très autonomes là-dessus, mais on a vraiment eu ce rôle d'accompagnant en fait sur le marché français. Et c'est quelque chose qui au fur et à mesure va se développer dans différentes voies. Mais voilà, avec en gros Urban Graphics, c'est là où on a été un peu plus loin dans la création de contenu inédit. C'est quelque chose qui est en discussion forcément avec les auteurs avec lesquels que l'on suit, avec qui on est en contact. C'est à terme, alors je ne sais pas, je ne peux pas donner de date, 2017-2018, mais c'est dans les tuyaux. Ouais. Et du coup, dernière question, Batman ou Superman? Superman. Superman parce que... Il faut justifier ou pas? Ça sera mieux. Superman parce que... Et le Superman de Grant Morrison en particulier, parce que c'est comme l'écrit Morrison en fait, quand il s'est retrouvé avec All Star Superman, ce projet, il cherchait un angle qui lui convenait, mais aussi un angle original. Et en fait, il se rappelle à la Comic Con de San Diego qu'il avait croisé un mec qui faisait du cosplay. Le mec était en train de bouffer un sandwich, il était assis dans l'herbe et il était hyper détendu quoi, dans son costume de Superman. Et il dit, mais en fait, c'est ça Superman. Superman, c'est un mec à qui ne peut rien arriver. Il est virtuellement indestructible. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de se barder de muscles, de tout le temps bomber le torse? Qu'est-ce qu'il craint en fait? Que même une planète lui tombant sur la gueule ne lui fera rien. Donc au contraire, Superman, il doit consacrer son temps plutôt à protéger les autres et pas forcément à paraître comme ce parangon de force. Et c'est ce côté très détendu en fait, du personnage qui permet vraiment de désamorcer un petit peu aussi tout ce côté pro-américain et compagnie. Non, c'est un personnage qui est là pour inspirer les gens. Il est vraiment là pour faire sortir le meilleur de chacun d'entre nous. C'est aussi, dans certains récits, alors je crois que c'est Greg Pak aussi qui met bien ça en avant, c'est la manière dont le personnage peut révéler en fait, chez les humains ce désir en fait peut-être d'imitation, c'est dire voilà, moi j'ai pas de super pouvoir, mais je peux faire du bien à mon niveau. Et je trouve que c'est cette capacité d'émerveillement que Morrison arrive à mettre en place dans chacun de ses récits, et notamment avec le personnage de Superman, qui pour moi c'est la véritable utilité en fait de Morrison, de Superman et des super-héros en général. Là je ne fais que paraphraser Morrison, parce qu'il est vraiment dans cette optique-là. On a du coup vraiment Miller qui va aller au plus
proche et au plus sale et au plus parfois au plus obscur de l'âme humaine à travers les super-héros. Il va vraiment les descendre plus bas que terre. Et au contraire, Morrison est dans une optique d'inspiration. C'est un genre merveilleux, forcément, c'est pas la réalité. Faut se réveiller. Mais c'est quelque chose qui doit vraiment inspirer. Et pour moi, Superman, j'adore Batman. Hein, moi, c'était mes premières lectures. Mais je comprends l'attrait en fait de ce personnage très très noir, très négatif, misanthrope, enfin bref, parano au paroxysme. Mais j'ai envie en fait de croire au mieux de chacun d'entre nous. Donc voilà, Superman me convient plus en fait. Ok, merci beaucoup François. Merci DC Planète.